À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États d'Europe de l'Ouest décident de se rapprocher. Leur objectif premier, éviter une nouvelle guerre fratricide. À l'heure de la reconstruction de l'Europe, détruite par la guerre d'anéantissement qui s'achève, ces pays cherchent aussi à développer leur économie et à se protéger de la menace soviétique alors que la guerre froide s'amorce. Ainsi, en 1951, à l'initiative de personnes telles que Robert Schuman, Jean Monnet ou encore Konrad Adenauer, que l'on présente aujourd'hui comme les pères de l'Europe, 6 pays unissent leurs forces. La France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, c'est-à-dire le trio formé par la Belgique, les Pays-Bas ou Netherlands en anglais, et le Luxembourg, créent une association économique, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA. 6 ans plus tard, en 1957, les 6 États de la CECA, désireux de renforcer leur union, signent les traités de Rome qui font notamment la Communauté économique européenne, ou CEE. Ce traité comporte plusieurs points. Il prévoit d'abord la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes à l'intérieur de la communauté, comme s'il s'agissait d'un même pays. Par conséquent, leurs citoyens vont pouvoir vivre, travailler, étudier dans n'importe quelle partie de la communauté. Ce traité prévoit aussi la mise en place d'une frontière commune entre ces pays, renforçant la cohésion entre ses membres. Enfin, il envisage des politiques économiques communes dans des domaines stratégiques comme l'agriculture ou les transports. C'est donc dans des racines avant tout économiques que cette union d'États prend naissance. À partir des années 1970, la CEE attire et elle entame un processus d'élargissement à de nouveaux États du continent européen. Ainsi, en 1973, elle s'ouvre au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark. En 1981, c'est la Grèce, tout juste sortie de la dictature des colonels, qui rejoint la communauté. En 1986, l'Espagne et le Portugal, toutes jeunes démocraties elles aussi, rejoignent à leur tour la communauté. En quelques années, nous sommes passés de l'Europe des 6 à l'Europe des 12. Les liens entre les pays se renforcent et la communauté agit comme une machine permettant de développer ses pays membres. La réussite économique semble au rendez-vous, mais dans les années 1980, les États cherchent à donner un nouveau souffle à la communauté. Ainsi, en 1992, les 12 pays de la CEE signent le traité de Maastricht. Celui-ci comporte plusieurs volets. Il prévoit d'abord qu'une monnaie unique européenne remplace à moyen terme les monnaies nationales. Il amorce de plus une politique extérieure commune avec la PESC, politique extérieure et de sécurité commune. Enfin, et ce n'est pas rien, il crée une citoyenneté européenne en permettant à tout citoyen de la communauté de voter aux élections municipales et européennes, quel que soit le pays membre dans lequel il réside. Enrichie d'une dimension politique et citoyenne, la communauté économique européenne change de nom et devient l'Union européenne, ou UE. Le mouvement d'élargissement de l'Union s'accélère alors. En 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande intègrent l'UE. Ce sont des pays riches et démocratiques qui remplissent aisément les conditions d'adhésion. Dans le même temps, plusieurs pays de l'ancien bloc communiste qui s'est effrité dès la chute du mur de Berlin en 1989 et véritablement effondré en 1991, ces pays se portent aussi candidats et les négociations avec l'Union européenne commencent. En 2002, la nouvelle monnaie européenne, l'euro, est mise en circulation, mais certains pays de l'Union, comme le Royaume-Uni, refusent d'abandonner leur monnaie nationale. En 2004, 5e élargissement, et gros coup d'accélérateur puisque ce sont 10 pays, essentiellement de l'Europe de l'Est, qui rejoignent l'Union. Ils sont à leur tour rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie. Enfin, le 1er juillet 2013, la Croatie devient le 28e pays de l'Union européenne. Le processus d'unification, initié en 1951 dans le but d'assurer la paix et favoriser la reconstruction d'un continent ravagé par la guerre et dont l'économie était en lambeaux, a donc connu un véritable succès, et l'Union européenne recouvre aujourd'hui une large partie du territoire de ce que l'on peut appeler le continent européen, pour peu qu'il existe et que l'on puisse en définir les frontières.